L'historien anglais Jacques Anthony Froude a une fois dit, je cite, « Les animaux sauvages ne tuent jamais pour le sport. L'homme est le seul pour qui la torture et la mort de ses semblables sont amusantes en elles-mêmes. » Et il semblerait que les médiévaux étaient exceptionnels dans la création d'instruments de torture à la fois époustouflants par leur esthétique et leur brutalité. Nous avons donc regroupé une autre compilation de certaines de leurs techniques les plus créatives pour infliger de la souffrance. Bienvenue à la folie médiévale. Rats. La peur excessive des rats et des souris est connue sous le nom de musophobie, et comme pour toute phobie, le danger posé par ces animaux est complètement irrationnel et disproportionné. Et si la menace était authentique? Imaginez être jeté dans la délicieusement nommée donjon parmi les rats, une cellule qui se trouvait sous la ligne de flottaison, dans les profondeurs troubles de la tour de Londres. Là, dans l'obscurité totale, un homme serait enchaîné au mur, et à mesure que la marée montait, l'eau contaminée apportait non seulement des excréments flottants et des détritus, mais aussi des rats sales. Alors que l'eau se retirait et que les vermines étaient laissées derrière, le prisonnier serait horrifié d'entendre leurs petites pattes gratter autour dans la cellule noire comme du jet, grincer et chercher de la nourriture. Puis, lorsque les rats trouvèrent finalement la viande fraîche à disposition, ils commenceraient, au début, à grignoter, puis à arracher des morceaux de chair, laissant leurs victimes hurler de douleur et de terreur. L'idée d'enfermer un prisonnier dans un petit espace puis d'introduire des rats était une manière assez facile de torturer quelqu'un. Pour la plupart des gens, l'idée de rats rampant sur eux pendant leur sommeil serait horrifiante. Pour obtenir des informations, la peur est aussi efficace que la véritable douleur physique. Sûrement, si l'objectif était d'infliger le maximum de souffrance, l'ajout d'un facteur psychologique serait toujours un plus. On pense qu'une forme horrifique de torture par les rats aurait vu le jour en République populaire de Chine. Elle nécessitait que le prisonnier soit dénudé et forcé de s'allonger sur une table. Il serait attaché, et une cage métallique en forme de dôme serait placée ouverte vers le bas sur son abdomen. À l'aide d'une main gantée, le tortionnaire ramasserait puis placerait plusieurs rats affamés à l'intérieur de la cage. Une fois là-bas, les rats se précipitent, essayant de trouver une issue, grattant le métal et la peau de l'homme. Le bourreau ajouterait maintenant des charbons ardents dans un puits au sommet de la cage, provoquant la panique des rats. Dans leur désespoir de s'échapper, les rongeurs commenceraient à mordre dans la surface la plus douce qu'ils pourraient trouver, à savoir la chair du prisonnier. Utilisant leurs petites dents et griffes acérées, ils creuseraient des trous dans l'estomac de la victime et à travers son intestin, alors qu'il gisait impuissant, hurlant d'horreur. Plus tard, au XVIe siècle, il y a un rapport d'un bol en poterie utilisé plutôt qu'une cage en métal. Placé à l'envers sur le prisonnier, du charbon chaud était ensuite empilé sur le bol et on disait que les rats avaient rongé jusqu'aux entrailles de la victime. La fourche de l'hérétique. Souvent utilisée par les inquisiteurs catholiques pour réprimer l'hérésie, les inquisitions médiévales ont commencé au XIIe siècle avec les cathares dans le sud de la France. L'inquisition catholique débutée au XIIe siècle contre les cathares en France du Sud visait à traiter les hérétiques, perçus comme une menace pour l'Église. La fourche de l'hérétique était faite de métal et avait 4 dents, 2 à chaque extrémité d'une tige métallique. Une sangle en cuir était attachée à l'appareil et enroulée autour du cou de la victime, provoquant une gêne supplémentaire. Une extrémité de la fourche serait placée sous la partie molle et charnue du menton, l'autre sur le sternum dur. Le bourreau choisirait soigneusement la longueur de l'outil pour causer un maximum de détresse. Pour le détenu, même avaler sa salive aurait été extrêmement douloureux. La victime devrait garder la tête inclinée vers l'arrière en regardant le plafond, le cou tendu et la tête rigide. Le moindre mouvement de la mâchoire ferait enfoncer les pointes aiguës plus profondément dans la peau. Il ne pouvait jamais s'allonger et était souvent suspendu, généralement au plafond. Après quelques heures passées de cette manière, les muscles des épaules et du cou devenaient très raides et commençaient à faillir. Un mal de tête intense surgissait aussi dû à l'effort constant pour garder la tête haute. Même si le prisonnier était capable de supporter cette douleur, la privation de sommeil finirait par prendre le dessus et la tête tomberait en avant alors que la victime s'endormait. Alors, les pointes acérées perçaient le cou et la gorge. La fourche était brièvement utilisée pour faire se rétracter le prisonnier. Elle n'était jamais destinée à tuer.
C'était généralement le premier d'une série de tortures qui conduirait à davantage de punitions ou même à l'exécution. Le cheval espagnol. D'abord utilisé par la Sainte Inquisition au XIIe siècle en France, où il était connu sous le nom d'âne en bois, c'était une boîte de forme triangulaire avec l'extrémité pointue en haut, comme là où aurait été le dos d'un cheval. Des planches clouées ensemble constituaient une structure de 6 ou 7 pieds de haut, soutenue par 4 pieds fixés à un support. Une queue de cheval et une tête simulée pourraient être attachées à l'appareil, juste pour le plaisir. Le prisonnier était contraint de monter à cheval, son poids reposant sur ses fesses et son entrejambe. Il pouvait être maintenu dans cette position pendant des heures pour subir la douleur la plus atroce. Parfois, on chatouillait leurs pieds pour les faire gigoter, ou on ajoutait des poids à leurs jambes pour intensifier l'agonie. Si la mort était le but ultime, alors la victime serait laissée là jusqu'à ce que l'os sacral et la base de la colonne vertébrale se brisent et qu'il soit coupé en deux. L'histoire n'était pas finie. La paire d'angoisse, aussi connue sous le nom de paire d'étranglement, ce mécanisme était fait d'un métal dur et nommé pour sa forme. Il avait 3 ou 4 feuilles, ou pétales, qui pouvaient s'ouvrir ou se fermer à l'aide d'une clé qui faisait tourner le filetage central. L'appareil serait inséré dans la victime en fonction du crime commis. Avec juste un tour de vis, le bourreau étendrait l'appareil et l'extrémité pointue de la paire déchirerait la zone de la gorge, causant d'énormes dommages internes. Si le prisonnier ne mourait pas de ses blessures, il mourrait presque toujours d'une infection plus tard, car les paires n'étaient jamais lavées entre les victimes. Il y a plusieurs paires d'étranglement dans les musées à travers l'Europe. Ils vont d'exemples rudimentaires à des modèles ornés de manière élaborée, comme le modèle en bronze détenu au musée de la Torche à San Gimignano en Italie. La scie. Une fois jugé coupable de crimes comme le blasphème, volume, meurtre, adultère ou sorcellerie, les prisonniers étaient parfois exécutés via cette technique. Elle était également souvent utilisée à la fin du Moyen Âge, pendant les périodes de guerre dans l'Empire ottoman. Le prisonnier était souvent attaché et suspendu à l'envers. Cela entraînait un ralentissement de la circulation sanguine, gardant ainsi la victime consciente plus longtemps. Après avoir été suspendu pendant plusieurs heures, la victime était soumise à d'autres formes de torture et d'humiliation, avant que la punition principale ne commence. Le sciage débutait au niveau des parties génitales, avec les jambes écartées, et se poursuivait vers la tête. Parfois, le bourreau cessait de scier à l'abdomen, prolongeant ainsi le processus de mort. Le général hongrois, Michel Szilágyi, a été capturé par les Turcs en 1460. Parce qu'il était considéré comme un espion et un traître, le commandant ottoman l'a fait envoyer à Constantinople où il a été torturé puis scié en deux. Lors de la conquête ottomane de l'Ebo en 1463, les chevaliers hospitaliers qui étaient postés à Rhodes ont envoyé des renforts à la capitale de Maitland. Mais les Turcs ont réussi leur siège et la citadelle est tombée. Mahmoud Pacha a énoncé les conditions de la reddition, promettant de gracier les chevaliers. Mais ensuite, il a fait scier jusqu'à 400 d'entre eux en deux, sous prétexte qu'il n'avait promis d'épargner que leur tête. Cure d'eau. Nous avons tous entendu parler de déshydratation, mais l'intoxication par l'eau, aussi appelée hyperhydratation, est aussi possible. La cure d'eau, forme de déshydratation commune dans l'Empire ottoman, fut aussi une torture en France au Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. N'importe quelle quantité d'eau pourrait être forcée dans la victime, de 3 à 16 pintes, soit 7,3 litres. La bouche pourrait être coincée ouverte, le nez pincé fermé et un entonnoir forcé dans la gorge. Trop d'eau devient un poison lorsqu'elle est consommée trop rapidement, en grande quantité. Cela provoque un déséquilibre des quantités d'électrolytes dans le corps et un trouble de la fonction cérébrale. Cela peut conduire à l'inconscience et à la mort. Une distension gastrique peut entraîner une rupture de l'estomac et la mort. Bien que la victime puisse être battue à l'abdomen jusqu'à vomir, pour que la torture recommence. Des liquides comme l'urine ou la bile pourraient être déversés dans la gorge durant le processus. Au Moyen Âge, une forme de torture semblable au waterboarding actuel était utilisée. La torture de l'eau espagnole impliquait qu'un tissu soit forcé dans la bouche de la victime, puis que du liquide soit versé sur le visage et la bouche. Utilisée pendant les inquisitions espagnoles et flamandes, elle donnait aux prisonniers l'impression de noyade. En 1462, le poète français réputé et criminel, François Villon a subi cette torture. Après son épreuve, il a été condamné à être pendu, mais sa peine a été commuée en bannissement. Il a disparu après avoir quitté Paris,
On disait qu'il était physiquement et mentalement brisé suite à la torture. Le crank intestinal était simplement une exécution brutale, pas une torture. Car une fois entamée, il n'y avait pas de retour possible, et la mort, bien qu'elle ne soit pas immédiate, était inéluctable. Le détenu conscient était lié à une table. Une incision assez large pour y introduire une main a été effectuée sur l'abdomen de la victime. En atteignant la cavité, le bourreau séparait l'intestin grêle de l'estomac et attachait la partie supérieure de l'intestin à la manivelle avec un crochet. Puis, la manivelle était actionnée, arrachant les entrailles sous le regard horrifié de la victime impuissante. À la fin, il pourrait y avoir jusqu'à 18 pieds d'entrailles enroulés autour de l'arbre à cames. La manivelle était tournée lentement pour prolonger la procédure autant que possible. La mort a été causée par une combinaison de perte de sang et de douleurs extrêmes. Personne n'a survécu à ce processus. Merci d'avoir vu cet épisode sur la torture médiévale. Soyez reconnaissants avec moi que cela soit du passé et abonnez-vous pour plus de vidéos de ce contenu.